Au cours des 2 derniers mois, le célèbre investisseur Michael Burry a généré pas moins de 13,7 millions de dollars. Cette performance a été possible grâce à 3 entreprises qui représentent environ 15% de son portefeuille. Si vous ne le connaissez pas encore, Michael Burry, c'est le mec qui avait prédit la crise des subprimes en 2008, ce qui lui a permis de gagner plus de 700 millions de dollars pour les investisseurs de son hedge fund et 200 millions de dollars à titre personnel. D'ailleurs, cette performance lui a valu un film The Big Short qui a été un blockbuster où il a été incarné par Christian Bale. Dans cette vidéo, vous allez donc découvrir le nom des 3 entreprises sur lesquelles il a misé gros et qui lui ont rapporté gros et surtout comment est-ce qu'il a fait pour dénicher de telles opportunités. La première chose à comprendre, c'est que Michael Burry est un investisseur plutôt contrariant. Être contrariant, ça veut dire qu'il va mettre le nez là où les gens n'aiment pas trop aller en général. Il va essayer de regarder là où personne ne regarde, là où les gens se disent non, il n'y a rien à faire ici. C'est à ce moment-là où lui se dit il y a peut-être quelque chose. Donc en partant de ce principe, en 2022, il a commencé à accumuler des positions dans les géants de la tech chinoise comme Baba, Baidu ou encore JD.com. De fin 2022 jusqu'à courant 2024 à peu près, il a accumulé des positions dans ces 3 entreprises qui sont allées jusqu'à représenter plus de 15% de son portefeuille boursier. La raison qui l'a poussé à aller vers la Chine, c'est que depuis la pandémie, l'économie chinoise est au ralenti. Ils n'ont pas réussi à se relancer comme les États-Unis ou l'Europe, entre guillemets, a pu le faire. Et surtout, il y a eu un gros crack immobilier avec une part de l'immobilier qui représente plus de 70% du patrimoine des Chinois. Vous imaginez qu'on a eu un crack sans précédent avec de l'immobilier qui a été complètement à l'abandon et surtout des marchés financiers qui ont perdu plus de 75%. En voyant tout ça, il s'est dit tiens, je vais aller à contre-courant. Ces entreprises me semblent sous-évaluées. Ce n'est pas normal qu'elles soient aussi basses. Donc, j'investis. Et donc, c'est comme ça qu'il a accumulé des positions depuis 2022. Alors, pourquoi est-ce que au cours des derniers mois, les actions chinoises ont tant explosé? Pourquoi ces entreprises lui ont rapporté entre 30 et 75% en l'espace de 2 mois? Pour comprendre tout ça, il faut comprendre ce qui s'est passé chronologiquement en Chine. Vous avez d'ailleurs une vidéo qui apparaît juste ici qui vous explique comment la Chine s'est effondrée. Mais pour résumer de façon très claire et simple, le gouvernement chinois avait mis suite au Covid des restrictions monétaires, des restrictions bancaires pour les promoteurs immobiliers. Certains de ces promoteurs n'ont pas respecté ces régulations, se sont effondrés. La Chine a décidé de ne pas les soutenir. Ce qui fait qu'on a beaucoup de Chinois qui ont perdu leurs économies parce que les Chinois ont tendance à investir beaucoup plus en immobilier qu'en bourse ou que dans d'autres produits. Et donc, on avait 70% de patrimoine chinois qui sont mis dans l'immobilier. Un crack immobilier a entraîné vraiment quelque chose d'assez catastrophique pour l'économie. Ajoutons à cela un taux de chômage qui est très élevé pour des jeunes diplômés. Donc, on a une population jeune qui ne peut pas travailler. En plus de ça, beaucoup de Chinois sont venus des campagnes pour habiter en ville. Et pour couronner le tout, on commence à avoir une déflation qui est apparue. Donc, une déflation, c'est la baisse des prix. En général, les gens sont contents quand il y a une déflation, mais pour l'économie, c'est quelque chose de pas bon parce que ça veut dire que les entreprises sont de moins en moins compétitives et c'est beaucoup plus compliqué pour elles de générer de gros bénéfices. Donc l'accumulation de tout ça a fait que les marchés se sont complètement effondrés et aussi a créé de magnifiques opportunités. La raison pour laquelle maintenant tout remonte, c'est qu'en septembre 2024, le président chinois Xi Jinping et son gouvernement ont annoncé un plan de relance de l'économie et un plan de soutien pour la bourse et pour les banques. Ce grand plan est articulé autour de 3 piliers. Le premier, c'est de faciliter les rachats d'actions pour les entreprises en leur accordant plus facilement des prêts pour acheter leurs actions. Donc ça, racheter des actions, c'est un mécanisme qui, à long terme, permet de faire augmenter la valeur pour les actionnaires au sein d'une entreprise et donc faire augmenter le cours de l'action à la hausse. C'est d'ailleurs une pratique très à la mode aux États-Unis, beaucoup moins en Chine. On peut voir que le nombre d'actions en circulation aux États-Unis a tendance à baisser pour les meilleures entreprises, alors qu'en Chine, il est plutôt stable, voire il augmente. Donc là, ça permettrait d'avoir l'inverse qui se fait, ce qui soutient forcément les marchés financiers. La deuxième mesure qui a été mise en place, c'est de donner plus de liberté aux banques, de leur donner plus de marge pour qu'elles puissent investir en bourse. Le gouvernement chinois a été très restrictif envers les banques pour cela, donc il a décidé de leur donner plus de liberté, d'être beaucoup moins restrictif, ce qui fait qu'on a eu un afflux massif de capitaux qui sont arrivés sur les bourses de Shanghai et de Hong Kong très rapide. Et la troisième mesure importante qui a été prise par le gouvernement, c'est tout simplement d'injecter des liquidités dans l'économie. Alors les chiffres
On a beaucoup de sources qui disent des choses différentes, mais c'est plusieurs centaines de millions qui ont été injectés dans l'économie. Donc suite à toutes ces annonces et à toutes ces mesures qui ont été mises en place, bien forcément les actions chinoises ont explosé à la hausse, permettant à Michael Burry de générer des profits allant de 30 à 75% sur son portefeuille et sur ses positions. Comment est-ce que vous qui me regardez, si d'un coup un grain de folie vous tenterait de saisir ce genre d'opportunité, comment est-ce que vous pouvez faire et surtout comment vous pouvez les repérer avant tout le monde, un peu comme Michael Burry l'a fait? Alors la chose la plus importante à voir ici, c'est d'adopter une sorte de pensée à contre-courant et surtout de sortir du narratif qu'on peut retrouver dans les médias. L'idée ici, en sortant de ce narratif, c'est de vous focaliser uniquement sur les chiffres et potentiellement sur les relations de pouvoir qu'il peut y avoir entre les différents gouvernements et les entreprises. Si vous vous concentrez sur ce que disent les médias, eh bien vous ne pouvez pas trouver des opportunités exceptionnelles parce que le marché les aura déjà pricées. C'est-à-dire si tous les médias disent Gucci c'est incroyable, Louis Vuitton c'est incroyable, eh bien tout le monde va se ruer sur l'action Louis Vuitton et donc elle sera déjà très élevée. On a eu pareil avec les voitures électriques en cours de 2021, pareil avec l'intelligence artificielle qui propulse Nvidia et Microsoft ainsi qu'Apple à la hausse. Donc faites bien attention avec tout ça. L'idée ici, c'est de sortir de ce spectre, de ce narratif que les médias veulent mettre en avant. Par exemple, ici, on peut voir la façon dont Michael Burry l'a exécuté avec la Chine. Clairement, depuis la pandémie, je suis sûr que vous l'avez déjà vu dans les médias, le narratif autour de la Chine est très mauvais. Toujours des mauvaises nouvelles qui sortent, que ce soit la croissance qui est moins bonne que prévu, le taux de chômage qui est élevé, la déflation, etc. Les données ne sont rarement bonnes, surtout celles annoncées par les médias occidentaux. Et on pourrait clairement imaginer qu'il y a un narratif qui est manipulé justement par les États-Unis et même l'Europe. Amusez-vous à taper par exemple sur Google dette par rapport au PIB en Chine et faites la même chose pour les USA et la France. Vous verrez que pour la Chine, les titres, les articles annoncent 300% de dette par rapport au PIB, alors que si vous regardez pour les États-Unis ou la France, on sera entre 110 et 120%. La réalité est bien différente parce que si vous regardez de plus près et que vous vous intéressez seulement à lire les articles et non juste regarder le titre ou les 2-3 premières lignes, eh bien vous vous rendez compte que pour faire ces calculs, pour les USA et la France, ils prennent la dette publique par rapport au PIB, ce qui fait que la dette publique représente 110%, 120% du PIB. Alors que pour la Chine, ils prennent dette publique plus dette privée par rapport au PIB. Donc ils prennent toute cette dette, ce qui fait que c'est beaucoup plus quand on accumule la dette publique et la dette privée, c'est beaucoup plus, ce qui fait que ça donne ce chiffre de 300% par rapport au PIB. S'ils n'avaient pris que la dette publique par rapport au PIB, ils ne pourraient pas manipuler l'opinion de masse parce que ça représenterait que 80%. Et 80% c'est bien, contrairement à 110 ou 120% qui est très mauvais. Donc on sent clairement là que les médias, eh bien, ils veulent cacher quelque chose et qu'il faut être plus curieux, il faut aller au-delà de ce qu'on peut voir dans les titres et lire plus en détail ce qui est mis en avant. Alors maintenant qu'on a compris ça, est-ce que ça vaut toujours le coup d'investir en Chine? Est-ce que c'est trop tard ou est-ce que c'est toujours le bon moment? Alors c'est pas forcément trop tard parce qu'on a encore beaucoup de sociétés qui sont sous-évaluées et surtout le niveau de sous-évaluation était tel qu'il y a encore un gros mouvement à aller chercher à la hausse si les entreprises reviennent à leur juste valeur et surtout si elles continuent la croissance qu'elles ont pu avoir et surtout la croissance qui est estimée pour les années à venir. Mais il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. La première, c'est pas sûr que le plan de relance chinois soit suffisant. S'il s'avère que ce plan n'est pas suffisant et que la Chine ne veut pas continuer son plan de relance ou même l'augmenter, ça pourrait poser problème pour les marchés financiers pendant encore quelques mois, quelques années. Deuxièmement, le gouvernement chinois, pas pour vous rappeler, mais c'est un gouvernement plutôt communiste. Alors oui, aujourd'hui, quand on voit la situation de la France, on pourrait se dire qu'il n'est pas si communiste que ça, le gouvernement chinois, mais de base, idéologiquement, c'est un gouvernement communiste. Donc, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, on ne sait pas de quoi ils sont capables et peut-être que la folie pourrait leur prendre qu'ils changent encore une fois quelque chose et qu'ils pénalisent les entreprises comme ils l'ont déjà fait dans le passé. Un autre problème que je vois, c'est que l'investissement en Chine est fermé aux étrangers. Donc, les entreprises, pour recevoir des capitaux étrangers, elles sont en train de faire des montages à tout va pour avoir une cotation à Hong Kong ou une cotation aux États-Unis via des ADR. Donc, c'est pas forcément la chose la plus sécurisante pour un investisseur, surtout quand on voit les frasques que peut faire le gouvernement chinois. Néanmoins, quand on prend tout ça en compte, on peut se rendre compte de plusieurs choses. Premièrement, le niveau de valorisation des entreprises chinoises est très bas et aussi très bas par rapport à ce qu'il a déjà été dans le passé. Dans le passé, on avait déjà peur de tous ces éléments, mais on a quand même réussi à coter les entreprises à un niveau de valorisation beaucoup plus élevé. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est un niveau de valorisation beaucoup plus faible, sachant qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé au niveau de la mentalité, au niveau du gouvernement, voire même que le gouvernement est en train de s'alléger.
léger. Donc c'est déjà quand même un point positif. La deuxième chose, c'est que le gouvernement n'a absolument aucun intérêt de tirer sur sa propre bourse, de tirer sur ses entreprises, surtout quand on voit que la Chine veut absolument occuper une place plus importante dans l'économie mondiale. Et troisièmement, les entreprises chinoises, beaucoup sont des multinationales, c'est-à-dire elles font des ventes un peu partout dans le monde, donc ça sécurise quand même pas mal aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant se ruer vers la Chine bêtement, ça veut dire que si ce genre de risque, vous êtes OK de le prendre, pourquoi pas investir? Si ça vous fait trop peur et que vous n'êtes pas OK de prendre ce risque, c'est totalement OK et vous n'avez pas besoin d'aller investir là-bas, vous avez d'excellentes opportunités sur d'autres marchés boursiers qui sont entre guillemets plus sûrs. D'ailleurs, si l'investissement en bourse est quelque chose qui vous intéresse, je vous ai préparé une liste d'entreprises sous-évaluées que vous pouvez trouver en lien dans la description. Dans cette liste, vous y retrouverez le nom de certaines entreprises qui sont sous-évaluées, qui ont un niveau d'endettement faible, qui ont de belles marges, des belles rentabilités, donc des entreprises de qualité qui semblent être actuellement sous-évaluées. Cette liste est régulièrement mise à jour, vous pouvez y accéder gratuitement en cliquant sur le lien dans la description.